Bonjour les amis, je sais que vous aimez les petits secrets qui se cachent derrière vos films, séries et jeux vidéo préférés. Après tout, ça n'est pas pour rien que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur TikTok, Instagram et bien sûr ici même. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment, l'année commence à peine, plein de belles choses sont à venir, donc franchement, allez-y. Bref, comme vous l'avez compris, on se retrouve pour une compilation de fun facts. 20 anecdotes que vous pourrez ressortir en soirée, en repas de famille ou pour briser la glace lors d'un premier date. Donc sur ce, c'est parti et je vous souhaite une très bonne vidéo. La scène du chewing-gum fait partie des nombreuses scènes cultes du film Rabbi Jacob. Mais saviez-vous que cette scène a bien failli ne pas être dans le film? En effet, une nuit pendant le tournage, la cuve remplie de liquide composé de levure chimique a débordé et s'est répandue dans tout le studio. L'équipe a donc dû tout nettoyer et refaire la mixture. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais c'est pour cette raison que le chewing-gum change de couleur d'une scène à l'autre. L'adaptation réalisée par Denis Villeneuve du livre de Frank Herbert Dune est un véritable succès commercial et critique, ce qui n'avait pas du tout été le cas pour l'adaptation de David Lynch sortie en 1984. En effet, même si cette adaptation a gagné le statut de film culte avec le temps, à l'époque ça avait été un véritable échec. D'ailleurs, le saviez-vous, David Lynch était lui-même mécontent de son film, au point même que sur certaines versions il s'est crédité sous le pseudo d'Alan Smithy pour faire oublier sa participation au film. Le flic de Beverly Hills fait partie des films cultes des années 80. Eh bien, saviez-vous que Sylvester Stallone faisait partie du projet en tant que producteur avant de partir au moment de la pré-production à cause d'un désaccord. En effet, ce dernier voulait atténuer l'humour du film au profit de l'action. Alors après, ça c'est la version officielle, mais la légende voudrait qu'il soit parti à cause d'un désaccord sur la marque de jus d'orange stockée dans sa caravane. Alors ça arrive assez souvent que sur un tournage il y ait des tensions entre les acteurs, et c'était le cas sur celui de Desperate Housewives, mais plus spécialement vis-à-vis de l'actrice Teri Hatcher qui interprétait le rôle de Suzanne. En effet, a priori cette dernière faisait énormément de caprices et ne s'entendait pas du tout avec Marcia Cross, Eva Longoria ou encore Nicolette Sheridan qui a même déclaré que Teri Hatcher était la femme la plus méchante du monde. Nicolette Sheridan qui elle ne s'entendait pas non plus avec le créateur de la série, Mark Cherry, qui l'a même giflé un jour où le ton était monté entre les deux, comme ça arrivait souvent. Suite à cet événement, l'actrice a porté plainte et elle est persuadée que c'est à cause de ça que le créateur a fait mourir son personnage. On pourrait croire que Steve Carell ait regardé la version anglaise de The Office, qui est la version originale de la série, avant de jouer dans la version américaine. Et pourtant, il a déclaré n'en avoir regardé que quelques minutes. Par contre, vous l'aviez peut-être remarqué, mais parfois on peut voir sur le bureau de son personnage, Michael, un drapeau anglais en hommage à la série originale. L'affiche de The Thing de Carpenter est sûrement l'une des affiches les plus connues du cinéma. Eh bien, saviez-vous que Drew Struzan, le créateur de l'affiche, a réalisé cette dernière sans rien connaître du film? En effet, le studio lui a juste demandé de créer en 24 heures une affiche pour le remake du film de 1951, La chose d'un autre monde. Il a alors eu l'idée d'enfiler des vêtements d'hiver, demanda à sa femme de le prendre en photo, et partant de cette base et des souvenirs qu'il avait du film original, il créa cette affiche iconique. Saviez-vous que l'air que fredonne Cornifer, le cartographe dans l'excellent jeu Hollow Knight, est le thème musical du 4e niveau du jeu Super Ghouls and Ghosts sorti en 1991. Du coup, peut-être que cet air rappelait quelque chose à certains d'entre vous, eh bien c'est normal. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse avait choisi la tronçonneuse comme arme pour le tueur de son film? Alors je vous vois venir, mais rien à voir avec le titre du film parce que ce dernier n'a été trouvé que quelques semaines avant sa sortie. Non, en fait, il a choisi la tronçonneuse parce qu'il trouvait le bruit de l'engin bien plus effrayant que n'importe quelle musique qui aurait pu accompagner les scènes de meurtre. Saviez-vous que le développement du 3e opus de Max Payne sorti en 2012 avait pris 8 ans? Du coup, on reste dans la moyenne du temps de développement d'un jeu chez Rockstar, mais en 8 ans, le jeu a subi pas mal de changements. Par exemple, à l'origine, le jeu ne devait pas se dérouler au Brésil, mais en Russie. D'ailleurs, plusieurs concept art de cette direction ont été partagés. Alors, est-ce que Max Payne se rendra en Russie dans un 4e jeu? Ça serait cool, mais déjà, on espère qu'on aura bel et bien le droit à un 4e jeu. Christopher Nolan a déclaré s'être inspiré des films James Bond et de Matrix pour la réalisation d'Inception. James Bond pour le côté espionnage international et Matrix pour le côté science-fiction. D'ailleurs, autre fun fact, pour un film de science-fiction, il ne comporte que 400 plans avec des effets spéciaux. Ça fait 5 fois moins d'effets spéciaux que la moyenne des blockbusters hollywoodiens. Comme quoi, on peut faire de grandes choses avec peu d'effets spéciaux. Victor Salva a été influencé par le film Duel pour réaliser Jeepers Creepers. Et en effet, toute la partie poursuite de ce dernier rappelle bien l'excellent film de Spielberg. Par contre, pour le reste, saviez-vous que c'est une histoire vraie qui l'a inspiré? En effet, dans les années 90, tandis qu'ils étaient dans leur voiture, un frère et une sœur, comme dans le film, ont surpris un homme jeter le cadavre de sa femme. Ce dernier, les voyant, les a suivis sur plusieurs kilomètres à bord de sa camionnette.
Saviez-vous que le personnage de Cosmo Kramer dans la série Seinfeld était inspiré du comédien Kenny Kramer, comédien qui était le voisin de Larry David, l'un des créateurs de la série. D'ailleurs, ce dernier avait déclaré « Il y a le Kramer de la vraie vie et le Kramer de la série ». Et pour aller plus loin, là où le vrai Kramer organisait des tourbus pour visiter des lieux rendus célèbres par la série, le Kramer de la série organise dans un épisode un real life tourbus. Bref, un lien étroit entre le vrai et le faux Kramer qui sera même exploré dans un bonus appelé Kramer contre Kramer, clin d'œil au célèbre film de 1979 dans le DVD de la saison 3. Le chien de Max dans Mad Max 2 a été récupéré dans une fourrière tandis qu'il allait être euthanasié. Ensuite, il a été dressé spécialement pour le film, seulement le bruit des véhicules l'effrayait. Du coup, des bouchons d'oreilles spéciaux ont été conçus pour lui. Bref, l'équipe prenait soin de lui et en plus, à la fin du tournage, c'est l'un des caméramans qui l'a adopté. Enfin voilà, un bien beau destin pour ce chien et ça fait plaisir. Une anecdote assez connue sur Pac-Man, c'est qu'à l'origine il s'appelait Puckman. Seulement des petits malins se sont vite amusés à changer le P en F, et vous voyez le tableau. C'est donc pour ça qu'il a été renommé Pac-Man. Par contre, moins connu, si la légende veut que Toru Iwatani ait eu l'idée du design du personnage en mangeant une pizza, eh bien en réalité l'idée lui est venue car le mot bouche s'écrit sous forme d'un carré en japonais. Et en fait il a tout simplement choisi de l'arrondir. Bon après je suis d'accord, la réalité est un petit peu moins fun, mais bon, c'est comme ça. Saviez-vous que Stephen King n'aimait pas l'adaptation que Kubrick avait fait de son roman? En effet, même s'il a reconnu que le film était bon, il ne l'aime pas en tant qu'adaptation de son roman. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, Stanley Kubrick s'est débarrassé de plusieurs thèmes importants pour Stephen King. Ensuite, il trouve le choix de Jack Nicholson pour jouer le rôle de Jack trop évident et que le personnage tombe trop vite dans la folie. Et enfin, il regrette que le personnage de Wendy, une femme forte dans le roman, devienne une victime pleurnicharde dans le film. Voilà donc pourquoi Stephen King n'aime pas l'adaptation de Kubrick. Après, personnellement, j'adore autant le roman que le film et je trouve intéressant d'avoir deux visions du même récit. Allez, pour finir, petite fun fact en bonus. Aviez-vous remarqué que dans le film, tous les appareils électroniques n'étaient reliés à aucun câble? En effet, Kubrick a fait en sorte que tous les câbles soient dissimulés pour donner à l'hôtel un côté mystique comme s'il s'auto-alimentait en énergie. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui donnait l'air si étrange à cette femme extraterrestre dans Mars Attack? Alors en effet c'est un ensemble de choses, mais sa robe y est pour beaucoup. En effet, pour que l'actrice ait vraiment l'air de débarquer d'une autre planète, la robe a directement été cousue sur elle pour qu'aucune fermeture ni qu'aucun bouton ne soit visible. Saviez-vous que le rôle de Drizzt dans Intouchable avait demandé pas mal de préparation à Omar Sy? En effet, ce dernier a fait pas mal de musculation pour pouvoir porter François Cluzet, et il a aussi perdu 10 kilos et suivi une formation d'auxiliaire de vie. Bref, une grosse préparation, mais a priori ça valait le coup parce que le film lui a valu pas mal de récompenses, comme notamment le César du meilleur acteur. The Big Lebowski, sorti en 1998, est mon film préféré des frères Coen. Mais est-ce que comme moi vous vous êtes déjà demandé comment le duc pouvait se permettre de passer ses journées en pyjama à boire, fumer de la weed ou encore jouer au bowling? Eh bien en fait il était précisé dans une première version du script qu'il était le riche héritier de l'inventeur du Rubik's Cube. Du coup quand on sait ça tout s'explique, mais l'un des frères Coen a préféré retirer cette information pour garder entier le mystère autour du passé de Jeffrey Lebowski. Ça arrive assez souvent qu'un film boudé par la critique et par le public à sa sortie obtienne le statut de film culte avec le temps. Eh bien c'est le cas de Metropolis de Fritz Lang sorti en 1927, dont H.G. Wells, l'écrivain de La Guerre des Mondes, disait quand même que c'était le film le plus stupide du monde. Et pourtant, tour de force donc, aujourd'hui non seulement le film est culte, mais en plus en 2001 il est devenu le premier film à être inscrit au registre Mémoire du Monde de l'UNESCO. L'institution reconnaissant que Metropolis est devenu le symbole d'un modèle d'architecture cinématographique du futur. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, il est trouvable sur YouTube. Alors oui, c'est un vieux film muet en noir et blanc, mais c'est vraiment un morceau d'histoire qui du coup est accessible à tous, donc je vous invite sincèrement à jouer les curieux. Le tournage du premier Predator a été assez compliqué, notamment à cause du climat qu'il faisait dans la jungle mexicaine où le film a été tourné. En effet, il faisait extrêmement chaud et humide la journée et très froid la nuit. Mais en plus de ça, le saviez-vous, quasiment toute l'équipe de tournage a attrapé la tourista, y compris Schwarzenegger qui a dû être hospitalisé et qui a perdu 10 kilos. D'ailleurs, grâce à ça, beaucoup considèrent que c'est le film où il a le meilleur physique. En même temps, c'est sûr qu'une bonne tourista pour faire une sèche, ça aide un petit peu. Eh bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris des trucs ou au moins que vous avez passé un bon moment en la regardant. Si c'est le cas bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre plus beau pouce bleu, je compte sur vous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Glenn Erwan, see you next time.